Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. C'est le jour du grand débrief de l'actu. On va parler de plein de sujets, je vous les présente juste après, mes commentateurs aussi. C'est parti pour 28 minutes en direct sur la chaîne Bismart. C'est parti pour le grand débrief de l'actu tech que vous regardez en direct à 10h45 les jeudis sur la chaîne Bismart. Aujourd'hui, autour de la table pour commenter cette actualité, Théma Seman est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes du cabinet Seman Avocat, bien sûr, avocate au barreau de Paris et Bruxelles, donc une spécialiste des affaires réglementaires européennes et des affaires publiques. Julien Pillot est avec nous également. Bonjour Julien, notre spécialiste éco qui est enseignant-chercheur en économie à l'INSEC, et Pascal Malotti. Bonjour Pascal, le directeur de la stratégie Valtech. Alors, on va parler aujourd'hui, par exemple, de ce réveil douloureux, de ces factures qui explosent, le coût de l'intelligence artificielle en entreprise. Là, plus personne ne maîtrise. Comment on fait justement pour le gérer? Est-ce que ces tokens sont le bon modèle économique? Est-ce qu'il faut revoir cette idée de paiement à l'usage à travers des jetons? J'ai l'impression que tout le monde a envie de dire oui, ok, mais quoi? Alors, on remplace par quoi? On va aussi parler du bras de fer entre le gouvernement et le Sénat autour de cette histoire de majorité numérique. La Commission européenne a rendu son avis, mais le gouvernement et le Sénat n'ont pas vraiment la même interprétation, ce qui ne va pas faciliter le travail. On va s'intéresser aussi à Binance, qui a décidé de quitter l'Europe puisqu'elle ne répond pas aux exigences réglementaires. On va s'intéresser aussi aux 5 grands acteurs de la santé numérique qui disent nous, on ne veut pas de Secnum Cloud, on ne veut pas d'obligation sur l'hébergement de nos données, de nos données à nous, les citoyens français. Voilà, ça ce sera la petite revue de presse. Mais je propose qu'on démarre avec la préparation d'un tour de France de l'intelligence artificielle. Un de plus, vous allez me dire, mais attention, il est un peu différent celui-ci. Pour lancer la discussion, on est connecté avec Serge Pilissé. Bonjour. Vous êtes président, fondateur de l'IACL, qui est l'IA pour les collectivités locales. Donc, toute nouvelle initiative qui est placée sous le haut patronage du président de la République. Qu'est-ce qu'on attend le gouvernement exactement de votre initiative IA pour les collectivités locales? IACL, effectivement, est un dispositif, tout d'abord, vous l'avez rappelé, placé sous le haut patronage de la présidence. Il a un intérêt majeur, c'est qu'il n'est pas une action isolée, mais il est un dispositif complet, construit autour d'un certain nombre de briques, qu'on évoquera effectivement un petit peu plus tard certainement, qui est à la fois une enquête, un tour de France, un sommet majeur qui va se passer au Palais du Luxembourg, au Sénat, les 5 et 6 février, un livre blanc et une dynamique de formation. Donc, ce que les différents acteurs institutionnels pourraient en attendre, c'est une complémentarité par rapport aux actions existantes, qui s'inscrit exclusivement à l'endroit des élus. L'IACL a pour objectif, c'est d'acculturer, d'accompagner et de former, et d'aller jusqu'à la formation des 90% d'élus qui s'attendent et qui ne comprennent pas comment l'IA va pouvoir s'inviter dans les collectivités locales pour leur gouvernance. Et quel est le risque que les territoires, parce que vous vous intéressez en particulier aux territoires ruraux, décrochent sur l'IA, ne suivent pas? Quel est le risque? Le risque est majeur. Pourquoi ce serait problématique? Non, c'est problématique. Alors, déjà, je réponds effectivement, ce n'est pas que les territoires ruraux, même si le partenaire fondateur, qui est majeur, parce que c'est la caution de la crédibilité, est la NRF. La NRF, c'est 14 à 15 000 adhérents. Donc, ça pèse. Mais néanmoins, on va interpeller à travers nos outils l'ensemble des élus, voire des 2 millions d'agents publics et des administrations déconcentrées. Ce qui est majeur, c'est la perte de cette gouvernance, de ne pas pouvoir, sur des choses rationnelles, prendre des décisions à l'endroit des citoyens. C'est de se laisser complètement dépasser par des technologies qui empêchent cette humanisation indispensable en local, mais sur tous les niveaux. Alors, c'est beaucoup plus difficile sur les petites, effectivement, collectivités. Oui. Et il faudrait constater, c'est la NRF, je vous donne une statistique, 80% des territoires en France, c'est des communes de 300 à 3500 habitants. On ne parle pas des grandes communes qui ont les ressources humaines et les moyens de se préparer à cette vague submersive. Donc, il y a un risque majeur de perdre le contrôle dans la gouvernance factuelle des décisions qui doivent être prises par les élus.
Je voulais faire un tour de table là-dessus. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui qu'on a un risque de décrochage en France? Ça a été les mots de la ministre du numérique et de l'IA, Anne Le Hennoff, sur mon plateau. Elle était en déplacement au Congrès des villes de France. Elle disait chaque élu doit prendre sa part, hein, parce que sinon on va décrocher, la France va décrocher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce risque-là? Alors, l'IA, c'est beaucoup de choses. Mais il est certain que ne pas s'en saisir comme utilisateur, moi, ce que je dis, par exemple, autour de moi, et j'aime bien cette phrase qui est, ça n'est pas que l'IA va remplacer les êtres humains, c'est que certains êtres humains vont être remplacés par des humains qui maîtrisent l'IA. Donc, c'est vraiment, mais c'est le message que je vous ai d'ailleurs délivré aussi la dernière fois. Absolument. Il faut s'en saisir, le comprendre, l'utiliser, parce que c'est des outils, ce sont des outils de productivité, ce sont des outils d'intelligence. On doit faire très attention à ce qu'ils ne prennent pas le contrôle sur nous. Mais donc, du coup, il faut les comprendre et les utiliser au mieux pour faire un humain augmenté, quelque part, plutôt que d'en avoir peur. Après, pour Madame Le Hennoff, il y a quand même une responsabilité des autorités publiques d'accompagner ce processus au lieu de taper. Là, on en parlait, il vaut mieux les incentives que la sanction ou le bâton, ou dire c'est pas bien, vous n'êtes pas les bons élèves de la classe. Ça fait peur à un certain nombre de gens. C'est pas non plus ce qu'elle a dit, hein, parce que on n'a pas diffusé tout son discours. Bien sûr. Non, simplement elle sensibilisait en leur disant c'est un sujet important, c'est un sujet de gouvernance, vous devez vous en emparer parce que sinon on va décrocher. Moi, c'est cette question du décrochage. Vous avez l'impression qu'on a un moment comme ça charnière de bascule, Pascal? Moi, je pense que c'est pas un sujet d'acculturation dont on a besoin, c'est un sujet d'industrialisation. Donc voilà, il faut piloter en effet cette transformation. Mais pour ça, il faut des plateformes. C'est pas en faisant un tour de France et en ayant tout le monde dans le peloton sans véritables échappées qu'on réussira à transformer l'essai. Donc, on le sait, hein, Madame la secrétaire de mairie va utiliser ChatGPT le matin et l'après-midi au bureau municipal, on va parler de souveraineté numérique. En un mot, ça devient le shadow IT de la République, la transformation IA des territoires. Donc, il faut savoir comment on équipe ces mairies, puisque je crois que c'est quand même c'est un tiers de la population et c'est 80-90% en effet des communes en France. Ah oui. Une réaction là-dessus, Serge, sur l'importance aussi d'avoir la politique industrielle qui suit, pas simplement acculturer, sensibiliser, mais voilà, aussi sensibiliser à prendre les bons outils et donc mettre en avant ces outils-là. Vous allez faire ce tour de France avec des entreprises tech françaises? Alors, effectivement, ma réponse tout à l'heure était un peu réductrice parce que c'était en partie sur le début du Tour de France. Le Tour de France a deux objectifs. Pour moi, je maintiens quand même que l'acculturation de 80% des élus est une obligation parce qu'ils ne comprendront pas ce qu'on essaiera potentiellement de leur vendre. Oui. Et je pense que c'est absolument nécessaire et c'est pas un gros mot non plus de dire que nos champions français que nous allons interpeller pour présenter des solutions, que ces champions soient petits, moyens ou beaucoup plus grands comme un certain nombre d'entreprises publiques qui ont des solutions positives à proposer et à vendre, faut dire le mot, aux collectivités, quelle que soit la taille. Nous allons essayer de renforcer cet espace de confiance entre la compréhension en amont et le fait de l'appropriation et de la bonne utilisation, pour qu'il y ait un espace, je dirais, de confiance et une dynamique positive entre une passerelle, je dirais, davantage plus forte. Et effectivement, on va pousser cela. On aura, je l'espère, une vingtaine ou 25 partenaires avec le travail. On va se faire aider, on va se reposer sur le cercle French Tech, sur un certain nombre de missions qu'ont fait la BPI et autres partenaires institutionnels, parce qu'il ne s'agit pas pour nous d'inventer ou de réinventer des choses. Il y a tout un tas de choses positives qui sont faites, mais on va mettre ce travail et essayer effectivement de créer ce ciment de confiance qui, aujourd'hui, pour ma part, avec beaucoup d'humilité, n'existe pas véritablement, même à l'endroit, en tout cas à l'endroit des petites collectivités, qu'elles soient rurales, de plaine ou de montagne. Une réaction, Julien? Juste d'un mot, il y a un terme qui, à mon sens, n'a pas été prononcé, c'est le terme de formation, parce que l'acculturation toute seule est insuffisante. Évidemment, il faut l'industrialisation, tu l'as dit, mais il faut aussi la formation. Parce que l'acculturation, c'est quoi? Ça veut dire ceci est un outil, ceci est un ballon de foot et ça sert à jouer au foot avec. Mais il suffit de regarder le mondial actuellement pour se rendre compte que tout le monde n'est pas Mbappé, tout le monde n'est pas Haaland et tout le monde n'est pas Lionel Messi. Donc si on ne veut pas décrocher, on a besoin d'avoir des Messi, des Mbappé et des Haaland qui vont former les futurs
Messi, Haaland et Mbappé. L'enjeu, il est là, et c'est un enjeu de formation. Mais si je peux me permettre, ça existe quand même. Hein. Là, les offres de formation, les entreprises qui mettent en place toute une série de séminaires, de présentations régulières auprès de leurs collaborateurs. Enfin, et puis il y a les écoles Simplon aussi. Oui, non, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui, il y a hein, déjà des initiatives. Mais c'est un peu ma question, Serge, c'est comment est-ce que vous arrivez à vous insérer dans tous les dispositifs qui existent déjà, finalement? Écoutez, la première réponse, il y a plusieurs sujets importants qui viennent d'être évoqués. Je vais essayer de faire une petite synthèse. Faites très court, s'il vous plaît. Hein. Pas une synthèse. Oui, tout à fait. La première chose, c'est que ISL, c'est un dispositif qui commence par une enquête sur 34 800 élus et 2 millions de personnes, agents publics et déconcentrés. Ensuite, c'est effectivement un tour de France de 15 à 20 étapes. Après, c'est un sommet au Palais du Luxembourg. Ensuite, c'est un livre blanc de restitution sur ce que nous aurons entendu et sur les statistiques qui viendront directement de cette enquête et des rencontres humaines, parce que c'est important d'humaniser les relations. Et vous l'avez dit, monsieur, pardon, je n'ai pas retenu votre nom et votre prénom. La dernière brique, c'est la formation. Et tout ça dans un concept, je dirais, un peu phonétique, qui a plus qu'à. Au départ, il n'y a plus qu'à vous écouter pour l'enquête. Le Tour de France, il n'y a plus qu'à vous rencontrer. Il n'y a plus qu'à vous expliquer pour le sommet. Et à la formation, il n'y a plus qu'à vous former. Madame Taiman, je crois, vous disiez qu'effectivement, vous avez raison, il existe des dispositifs de formation. Mais fort est de constater, je ne suis pas moi un organisme agréé, mais un certain nombre de modules ne sont pas adaptés. Or là, on sait, c'est pas un gros mot, qu'il y a une manne énorme sur ce qu'on appelle le DIF, le droit individuel à la formation. Donc il faut mieux les orienter pour mieux les former et que la gouvernance soit plus sereine et peut-être humaine, autant que faire se peut, évidemment. Merci. De toute façon, on a besoin de plein d'initiatives. Enfin, on est quand même tous d'accord. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Arrêtons d'être français et penser que ça va venir en top-down. Ouais. C'est pour parler en français. Exactement. Merci Serge Pilisset d'avoir été avec nous pour ouvrir ce grand débrief de l'ActuTech. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de l'IACL, donc l'IA pour les collectivités locales. Merci. Nous, on va s'intéresser maintenant au coût de l'appropriation de l'IA, puisqu'on a d'un côté des injonctions à les entreprises de faire leur transformation, non plus numérique, mais de l'intelligence artificielle, adopter l'IA agentique. Et puis de l'autre, on commence à voir ces grandes organisations qui disent « Oui, alors il faudrait peut-être freiner un petit peu là sur les usages, parce que les tokens, ça commence à bien faire, ça coûte une fortune. » En tout cas, on a l'impression que les entreprises ont du mal à mesurer et à prévoir quelles seront les dépenses sur ces outils d'IA générative. Alors, commentaire de l'économiste là-dessus. Ce modèle économique du token, il va s'essouffler, non ? Parce que c'est ce qu'on entend beaucoup aux États-Unis aujourd'hui. On entend même Palantir, d'ailleurs, nous parler de l'aberration des tokens et tout ça. Est-ce que ça va s'essouffler, non ? Tant que l'essentiel des coûts de production de l'intelligence seront variables et non fixes, et donc dépendront clairement de l'énergie appelée pour pouvoir délivrer les calculs nécessaires pour avoir une réponse adaptée à la sortie, il n'y a pas de raison de sortir du modèle de token. Et donc, pour les entreprises utilisatrices, dans un modèle de business à business, la question qui revient en filigrane, c'est la question de la productivité. Il s'agit pour ces entreprises-là de transformer un centre de coût en quelque chose qui soit rentable. Et là, on est sur un processus de test and learn, de découverte, où les entreprises apprennent à utiliser l'IA, elles se rendent compte que parfois elles l'utilisent bien, parfois elles l'utilisent mal, et puis parfois, effectivement, ça leur coûte extrêmement cher, avec des résultats qui ne sont pas au rendez-vous. La question, c'est de savoir stop ou encore. Mais pour moi, c'est une question assez classique en économie. Bon, Pascal, retour d'expérience faite là-dessus. Il n'y a rien qui va aujourd'hui, mais c'est logique. Côté de l'offre, on le sait bien, les entreprises sont des incinérateurs à cash. Donc elles perdent de l'argent. OpenAI ne rentrera pas en bourse en 2026 et peut-être qu'ils ne rentreront jamais en bourse. Donc, ils sont en train d'investir des capex pharaoniques sur des data centers et tout d'un coup, on se rend compte, peut-être sur capacité. Ça fait quand même 6 à 9 mois que certains le disent. Donc, chacun revend ses surcapacités en ce moment. Exactement, voilà. Meta va devenir un néo-cloud. Super. Donc, ils n'ont aucun intérêt de leur côté si chaque requête, chaque prompt leur coûte entre 2 et 4 dollars et qu'ils facturent 1 dollar. En plus, ils subventionnent l'usage en ce moment pour nous rendre addictifs. C'est le nouveau fentanyl, c'est Zombieland dans les entreprises maintenant. Donc, comment veut-on que d'un côté,
ce soit rentable. De l'autre côté, on a les entreprises. Nos clients, chez Valtech, là aussi, ça ne peut pas fonctionner parce que d'abord, ce n'est pas mature comme technologie. On impose en fait de l'IA sur des organisations, des gouvernances d'organisations qui ont été pensées il y a 40, 50 ans. Alors quand on redescend au niveau d'un département, ben oui, on peut sur des tâches gagner du temps, faire des gains de productivité. Potentiellement, on lance des POC, des MVP, mais au niveau de l'entreprise, ça ne redescend pas au niveau du PNL. Et je ne fais pas de l'IA bashing. Des MVP. Most Valuable Product, Ok. voilà, ou des POC, voilà, en français dans le texte. Donc, je ne fais pas de l'IA bashing. Pour moi, c'est un problème de séquençage. Voilà. Les entreprises qui vont créer de la valeur ne sont pas celles qui vont remplacer les humains par des agents. C'est une logique d'orchestration. Il faut équiper les humains des personnes qui sont capables, en fait, de travailler avec des agents. On va être dans des équipes mixtes. Oui, mais tout le problème des agents, c'est que donc ils se mettent à effectuer des tâches, des process qu'on C'est pas on les mature. laisse en automatique et on ne sait plus combien ça va nous coûter. C'est la difficulté de la prédiction du coût. Mais on ça- est quand même dans une révolution technologique, tu vois. Alors, moi, je suis plus avec Julien qu'avec Pascal là sur ce coup-là, sur rien ne va. Non, c'est pas que rien ne va, c'est que on est rentré dans une nouvelle ère et ça tâtonne, on sait pas bien. Il y aura des morts. Pas physiques, hein, Oui. mais il y aura encore que. Côté de l'offre. Côté de l'offre. Mais bien sûr, il y aura des morts du côté de l'offre, ça coûte très cher. Est-ce que ça va quand on a vu arriver l'IA générative, nous, cabinet d'avocats, donc pas des industriels de la tech, la réflexion qu'on s'est faite en interne, c'est que de toute façon, ça finira par des cas d'usage qui seront rentables et d'autres qui ne le seront pas. Donc, Non, mais en c'est pas- attendant- et ça en n'est pas. attendant, Oui, mais c'est pas on un dépense. phénomène nouveau. Enfin, regardez les télécoms et les économistes diront ça plus vite que moi. Pour acquérir des parts de marché, ils ont vendu à perte pendant des années et des années. C'est pas le seul secteur. Donc, on est dans une Moi, ça me fait révo- penser à l'époque du big data, où les boîtes achetaient des experts en big data, des capacités, et puis finalement, ils se rendaient compte qu'ils n'en faisaient pas grand-chose en termes de valeur ajoutée. Ah oui. Alors peut-être, aujourd'hui, 10 ans plus tard, ils sont très contents parce qu'ils ont des données qualifiées pour interroger correctement leurs IA. Bon, J'ai dit à date que ça ne fonctionnait pas. J'ai pas dit que et qu'on n'avait pas de Donc, solution. Je vous ai dit, rien ne va. Ah bah à date, oui. Il y a quand même beaucoup de choses oui, qui, mais qui le ne monde vont est pas. dynamique. Pour donc, les entreprises, faut- ça veut dire, en effet, caper la part de l'IA sur chacun des projets, sur la masse salariale. Et ça, on a des référents aujourd'hui. Il faut évidemment caper, finalement, l'utilisation des tokens. Il faut toujours que ce soit les métiers qui pilotent les projets avec des KPI dès le lancement. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Si vous laissez à nouveau, comme la transformation digitale, les projets à l'IT, eh bien, vous allez vous retrouver avec des développeurs qui dépensent entre 100 et 150 000 euros par mois parce que eux, ils sont juste là pour pisser du code. on passe à la revue de presse ou Allez. Julien? Non, mais ce qui est sûr, c'est Tu voulais que ajouter tout en haut de la quelque chose pyramide, au niveau des producteurs de ces solutions d'intelligence artificielle, les facteurs inflationnistes ne sont pas prêts de s'essouffler, que ce soit au niveau, on le voit au niveau des capex, on le voit au niveau des coûts liés aux semi-conducteurs, on le voit au niveau des coûts énergétiques, on le voit au niveau de l'immobilisation de capital. Donc les facteurs inflationnistes sont là. Il y a quelques facteurs déflationnistes, pour l'instant, ils souffrent moins fort que les facteurs inflationnistes en matière d'économie d'échelle, ce genre de choses. Donc il n'y a pas de raison pour l'instant objective de penser que la facture pour les acteurs intermédiaires qui utilisent de façon professionnelle ces outils-là va baisser. Et je suis d'accord sur un point qu'a dit Pascal. D'ailleurs, on va publier avec Jean-Baptiste Crétez à la rentrée un papier qui tend à le démontrer, que l'IA qui arriverait de façon plaquée dans des organisations qui sont mal organisées, qui sont dysfonctionnelles, en fait, ne va pas résoudre les problèmes, mais au contraire, les amplifier, les problèmes de l'organisation. Et c'est rendez-vous à la rentrée, on en parlera. Mais même Ok, si très bien. c'est fonctionnel, si c'est pas orchestré, c'est comme l'ensemble du numérique, ça se plaque pas. Ça s'intègre dans une stratégie d'organisation, de Il faut déjà être gouvernance. fonctionnel pour réussir à l'intégrer de cette façon. Sans doute. Et puis, il faut bien choisir ses modèles. On n'a peut-être pas tous besoin d'interroger des grands modèles de langage. Voilà. Enfin, Ça s'apprend si, aussi. quand même. Voilà. En effet. Exactement. Allez, on passe à la revue de presse. On va citer Ouest France, 2 articles de Ouest France. Le premier, c'était un entretien avec la ministre Anne Le Hénauf sur la majorité numérique à 15 ans, qui nous disait idéalement, ça devrait s'appliquer dès la rentrée scolaire. Puis le deuxième, eh bien, alors c'est sur toujours cette interdiction des réseaux sociaux. Bruxelles appelle la France à revoir sa copie. Ah, bah mince. Et je voulais vous citer un troisième article, c'est une revue de presse chargée pour ce sujet. Là, ça date d'aujourd'hui ou hier, je sais plus, c'est Libé qui parlait de l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans avec ce bras de fer qui se poursuit entre le Sénat et le gouvernement. Alors moi, j'ai assisté au briefing presse du cabinet d'Anne Le Hénauf. La ministre retient surtout que la France est habilitée à agir pour imposer une majorité numérique et à 15 ans si elle le souhaite et estime que le calendrier
calendrier de mise en œuvre, entrée en vigueur en septembre, il est toujours tenable. Mais derrière, quand même, il y a ce communiqué du Sénat qui dit: ah oui, mais alors attendez, vous n'êtes pas d'accord sur les listes noires, vous dites que la Commission n'autorise pas l'ARCOM à créer des listes noires. On n'est pas du tout d'accord avec cette interprétation. Nous, on estime que les listes noires, c'est possible, simplement c'est le rôle de l'ARCOM qui est à repenser. Comment on va se sortir de ce sujet? Est-ce que vous croyez à cette application en septembre d'une interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans en France? Alors, peut-être pour revenir un peu sur les contradictions qui, en fait, n'en sont pas. Ah, Parce que qu'est-ce que dit la Commission européenne? Elle dit, vous avez le droit, les États membres ont parfaitement le droit d'établir un âge d'accès sur les plateformes. En revanche, faites attention que dans les dispositions, et notamment les fonctionnalités problématiques, c'est une compétence de l'Union européenne, de la Oui. Commission européenne. Donc, à nouveau, on est dans un système d'orchestration. Ils sont tous d'accord. La question n'est pas le si, la question est le comment. Et donc, sur les listes noires, la alors parce que Commission... c'est important cette histoire de liste noire, parce qu'on interdit tous les réseaux sociaux, ça veut dire quoi, lesquels? Alors la Commission a dit, il y a une définition au sein du DSA et du DMA. Est-ce qu'on s'en tient à cette définition, ou est-ce qu'on a la possibilité, comme le dit le Sénat, de créer notre liste noire? Alors, ce que dit la Commission sur le sujet, c'est si vous créez votre liste noire, est-ce que d'abord c'est une bonne idée? Parce que c'est quand même mieux qu'on ait un texte qui s'applique sur l'ensemble de l'Europe. C'est un service numérique, donc on va pas tous parce que nous on va faire notre liste noire, puis vous allez voir la Pologne, la Hongrie ou le Luxembourg. Enfin, c'est un côté un peu absurde. Donc, mais par contre, c'est une interprétation de l'avocate là. Non, c'est c'est pas logique. Non, mais c'est Si pas vous ce qu'écrit avez- la Commission, juste. Alors, ce que dit la Commission, Voilà. c'est vous pouvez faire une liste noire si vous voulez, mais vous devez nous la renvoyer pour qu'on regarde si elle est compatible avec l'ensemble du texte, à nouveau orchestration, pour qu'il puisse être mis en œuvre. Parce que l'interprétation, non seulement de la tech, mais de l'avocate, mais aussi d'une pratiquante, c'est quand même, vous pouvez faire une liste noire en France, bon courage pour la faire appliquer dans l'Union européenne. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et quand on voit aujourd'hui que une des problèmes qu'on a sur les dysfonctionnements ou sur les effets collatéraux des plateformes dans toute une série de sujets n'est pas une question textuelle, mais une question de mise en œuvre, parce que c'est compliqué et qu'on est un peu débordé, c'est plutôt intelligent d'arriver à s'orchestrer de manière à ce que ça fonctionne correctement. Donc le Sénat et le gouvernement en ont, personne n'a tort. La question est une question de timing. D'ailleurs, le sujet vient depuis bien en amont sur si je peux me permettre une petite pique. Le sujet était tellement populaire que tout le monde a voulu en devenir le porte-parole et que du coup, ils ont fait des textes qui sont rentrés dedans pour pouvoir exister et venir en parler devant votre caméra. Exact. Mais s'ils pouvaient se mettre d'accord, parce que sur le fond, il n'y a pas de désaccord, on pourrait avancer un peu mieux sur ce sujet. Pascal. On peut comprendre. Je ne pense pas que l'Union européenne soit contre la protection des mineurs. Ils disent juste, en effet, n'ayons pas 27 systèmes de protection des mineurs au sein de l'Europe. Bon, pour la France, le paradoxe est cruel. On a voulu la DSA, on a coécrit la DSA, et aujourd'hui, on a un cadre, et on est en train de se dire, oh là là, mais c'est encadrant le cadre. Comment va-t-on faire? Voilà. On revient toujours au même sujet entre l'Europe et la France, et l'alignement des positions. On n'a pas le droit d'avoir nos petites subtilités, nous, Mais si. les Français. Mais si, mais dans le cadre d'un cadre commun. Bien sûr que Julien. si. Non, mais tout ce qui a été dit est parfaitement juste. Et à la fois, il y a une usine à gaz administrative qu'il faut justement désamorcer, parce que derrière, elle est génératrice d'inefficience, d'insatisfaction et de coûts. Il y a une usine à gaz potentielle au niveau des usages. Un réseau social qui serait interdit en France pourrait l'être pour être autorisé ailleurs en Europe. Il y a donc un coût d'information qui est colossal pour l'utilisateur. Donc en vérité, il n'y a rien d'efficient. Attends, chaque État membre choisit sa majorité numérique. Donc, de toute façon, liste noire ou pas liste noire, ce cas de figure existera. C'est déjà une inefficience, mais Avec de toute façon... même la règle du pays émetteur qui est l'État compétent pour faire respecter la règle. Donc, alors après, il faut que l'ARCOM aille voir l'État membre dans c'est lequel ça. siège la plateforme ou le c'est site. ça. Mais de toute façon, le fait de vouloir interdire l'accès à ces réseaux sociaux est complètement contre-productif. J'en suis très souvent expliqué sur ce plateau, parce que dans ce cas-là, on se dit, où est-ce qu'on s'arrête? Pourquoi interdire les réseaux sociaux et pas l'utilisation de l'intelligence artificielle, par exemple? Ah, ben il va peut-être falloir s'en occuper. Et puis finalement, pourquoi ne pas s'arrêter aux jeux vidéo, à la musique, tout ce qui peut être subversif et en vérité peut provoquer des troubles chez les mineurs qui ont déjà des difficultés
à l'origine. Donc en vérité, non, je crois qu'aujourd'hui, on a déjà des mécanismes juridiques qui permettent de protéger les personnes qui ont besoin de l'être et de sanctionner ceux qui doivent l'être. Et je ne crois pas que passer par des interdictions, des censures, etc., soit efficient, ni d'un point de vue sociétal, ni d'un point de vue économique. Bah, pour moi, tout ça, c'est surtout la démonstration, effectivement, qu'on perd du temps avec ces sujets et qu'on se crée des problèmes supplémentaires avec l'histoire de vérification d'âge en plus. Allez, on enchaîne avec Alan Doctolib. Ça, c'est dans les Échos. Le ras-le-bol des acteurs innovants de la santé contre le gouvernement sur le cloud souverain. En fait, ils ont signé une lettre, 5 scale-up dans le numérique en santé, estimant que le gouvernement érigeait le label Secnum Cloud en totem de la souveraineté, alors qu'il y avait d'autres moyens de vérifier quel était le niveau de risque de chaque entreprise sur leur protection des données. Alors, Allez, je fais parler l'avocate en priorité parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je voudrais juste revenir sur ce que vous avez dit au point de départ. Les acteurs que vous citez, ils sont bien entendu soumis à des règles sur l'hébergement des données de santé. Oui, Enfin, alors hébergement des données santé n'est pas soumis au Secnum Cloud et Non, donc n'a ils sont pas à être à l'abri de toute loi extraterritoriale. C'est là-dessus qu'ils se... Alors, qu'ils s'inquiètent que le Secnum Cloud devienne une obligation. Deux pour eux. choses. Je pense que la première chose sur laquelle ils s'inquiètent, c'est d'avoir une double certification au lieu d'avoir... C'est ça. À nous, ils sont soumis à une certification qui s'appelle le HDS, Absolument. qui est extrêmement rigoureux, qui était bien en amont du Secnum Cloud et qui protège les données de santé avec la spécificité des données de santé. Non, mais ont-ils raison de ne pas vouloir être soumis à une deuxième certification? Bah oui. Ah oui. Ah oui, Évidemment. d'accord. On érige encore une fois la souveraineté en totem, mais alors que ça devrait être un Vous- outil. On ne protège pas les données par des labels, on les protège par des infrastructures. Julien, Ah non, j'ai rien ajouté. ouais. C'était parfait. Ça vous choque pas aujourd'hui qu'il y ait des mastodontes qui disent nous on n'a pas envie d'avoir des obligations supplémentaires sous prétexte de souveraineté? Mais ils ont déjà des obligations extrêmement hautes. Regardez le HDS, hein. C'est super Le haut, HDS déjà. n'embarque pas cette contrainte d'être à l'abri de toute loi extraterritoriale. Mais- C'est ça qui fait toute la Mais différence. rien n'abrite contre une loi Et qu'aujourd'hui, extraterritoriale. Doctolib est chez Amazon, enfin AWS et compagnie. Voilà. Mais rien n'empêche rien ne protège contre la loi extraterritoriale en dehors du fait que vos le logiciel, matériel, votre savoir-faire et votre technologie soient basés dans un endroit qui vous contrôle. Parce que si un pays vous demande d'avoir accès aux données, vous Je vous dites vous eh ben non, propose j'irai pas. Qu'on en fasse un sujet de débat. Très bien. Un de plus pour notre rentrée, parce que c'était le dernier grand débrief de l'ActuTech, de Smartech pour cette saison avant les grandes vacances d'été. Évidemment, il y aura plein de replays et de best-of. Merci à tous de nous avoir suivis avec fidélité et grande régularité. Vous nous retrouvez très vite sur la chaîne Bismart.